Ok, bonjour tout le monde, vous écoutez à toute échelle, le podcast scientifique duquel on parle de quoi? My God, j'ai oublié comment on dit ça en français. Les podcasts scientifiques où on parle du plus petit nucléotide au plus grand génome. Aujourd'hui, on fait un épisode, c'est le 12e épisode en fait, d'une série de plusieurs épisodes duquel on parle de l'ADN et on parle en fait, je voulais parler vraiment de plusieurs choses qui entourent l'ADN et on va arriver à des sujets quand même philosophiques à la fin, j'espère. On verra peut-être pour le 3e épisode. J'adore. Mais bon, aujourd'hui, on a juste moi puis Phil. On n'a pas d'invité. On espère que vous aimez ce type de format. Si vous aimez ça, dites-nous donc. Peut-être envoyez-nous un courriel ou laissez-nous savoir sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram encore, @ate.pod. @ate.pod. C'est ça, parfait. Ok, le dernier épisode, donc, on parlait de l'ADN. On a vraiment discuté c'est quoi l'ADN, à quoi ça sert, où ça se trouve et comment on peut utiliser l'information génétique, donc qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN pour identifier une personne si jamais on a un sample de son ADN. Ça, c'est souvent utilisé dans le combat contre le crime. Lorsqu'on trouve un cheveu, du sperme, du sang sur une zone de crime et qu'on veut identifier, est-ce que c'est vraiment notre suspect? C'est ça, exactement. Donc, quand tu écoutes CSI, c'est ça? Est-ce que tu sais c'est quoi CSI? Ouais. Okay. Quand tu écoutes CSI, ils sont comme, ouais, on a fait une analyse de l'ADN et on voit que c'est telle personne. C'est comme ça qu'ils font. Et ils voient ce qu'on appelle les séquences répétées en tandem de l'ADN qu'ils ont trouvé dans la scène de crime et du suspect. Ils comparent ça. Et ça, c'est vraiment comme une empreinte digitale, mais dans nos cellules. Exactement. Les problèmes, c'est, et là on va entrer dans le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, quand tu ne sais pas qui c'est les criminels, si tu n'as pas de suspects, si tu as juste de l'ADN dès la scène des crimes et tu n'as personne pour comparer l'ADN avec, comment tu fais pour trouver la personne? Parce que, comme pour une empreinte digitale, il faut comparer à quelqu'un. Si on trouve une empreinte digitale sur une porte, il faut pouvoir comparer l'empreinte digitale avec une personne qu'on a trouvée. Donc, il faut un suspect. C'est ça. Mais dans certaines situations, on a le sang de la scène de crime, mais aucun suspect ou aucun des suspects match. Alors, il faut trouver quelqu'un dans la population générale. Exactement. Est-ce que tu penses qu'on peut utiliser des séquences répétées en tandem pour trouver quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui? Je pense que non. Parce que... je viens de le dire. Il faut comparer. Il faut comparer. Mais il y a des quoi d'autre dans les génomes des gens qui peut nous aider à trouver un suspect, même si on ne sait pas c'est qui. Et c'est ce qu'on appelle en anglais, on l'appelle SNPs. En français, ça s'appelle les polymorphismes des nucléotides simples. Single nucleotide polymorphism, polymorphisme de nucléotides simples. Oui. C'est un mot compliqué, alors on va appeler ça des SNPs, parce que c'est cute. Oui, des SNPs. Donc, des SNPs, dans le génome de quelqu'un, c'est vraiment... Ok, on va le dire comme ça. Comme on l'a dit les derniers épisodes, il y a 3 billions de lettres dans le génome d'une personne. 3 milliards. 3 milliards. Je vais juste le dire. Je m'excuse. Juste pour être sûr que tout le monde comprend. 3 milliards de lettres dans le génome d'une personne. Et 99,9% de ces 3 milliards de lettres sont les mêmes, entre moi et toi. Ok. Mais il y a environ 3 millions de lettres qui ne sont pas les mêmes. Et disons la différence de une lettre dans mon génome et du tien, on va appeler ça un SNP. Ouais. Et si on y pense, beaucoup de maladies sont causées par des SNP. Lorsqu'il y a une petite différence d'une lettre, des fois, je pense à la fibrose kystique, c'est causé par une différence entre un T et un C à quelque part dans le génome. Alors, les gens qui ont la fibrose kystique, dans leur ADN, sur une lettre, sur 3 milliards, ils ont un C à la mauvaise place. Et ça, on appelle ça un SNP. Par contre, la majorité des SNP ont pas d'effet en soi. C'est des petites différences par-ci, par-là, qui n'ont pas vraiment d'effet sur la santé des individus. Non. Et ça, c'est parce que la plus grande majorité, la vaste majorité de l'ADN, ça sert pas, pour l'instant, on dit que ça sert pas à grand-chose, là, ça fait pas beaucoup de protéines,
Et donc, ça cause pas beaucoup de maladies. Exactement. On va laisser ça à ça pour aujourd'hui. Ouais. On fera peut-être un épisode sur ce qu'on appelle le génome non codant. Ceci étant dit, c'est environ, si je me rappelle bien, 5% du génome qui code pour des protéines. Qui code pour des protéines. Alors, 5% du génome, s'il y a un SNP, ça peut plus facilement causer une maladie ou causer de la différence. Oui. Je veux dire, la différence entre toi et moi, le fait que, bon, on a les cheveux bruns, les yeux bruns, les deux, alors c'est difficile de trouver un exemple, mais la différence dans notre forme de visage, c'est causé par des SNP aussi. Puis c'est de la différence naturelle, c'est pas une maladie. Et donc, des SNP, c'est ce qui crée la plus grande variation et beaucoup de maladies chez les individus, mais t'es en train de me dire que ça permet également de nous identifier. Oui. En fait, tu peux pas utiliser des SNP pour trouver une personne spécifique. Pourquoi? Parce que comme on parle de juste une lettre de différence, et il y a cette lettre peut changer entre 4 options. Ça peut être ou A, ou T, ou G, ou C. Il y a beaucoup de chances que tu trouves 2 personnes qui vont avoir le même changement de lettre. Ouais. Donc, tu peux pas juste regarder le SNP. On connaît la position sur l'ADN où il va y avoir un SNP. Tu peux regarder ça, comparer entre 2 personnes, il y a des grandes chances que ça va être la même lettre. Ouais, on pourrait pas identifier, sinon une personne sur 4 serait notre criminel, puisqu'on a, à cette position-là, on a un A. Ah, cette personne-là aussi a un A. Une chance sur 4. Environ, ouais. Donc, dans le fond, vu qu'on peut pas utiliser les SNP pour identifier une personne spécifique, mais on peut utiliser des SNP pour comparer les génomes entre 2 personnes et voir s'ils se ressemblent beaucoup. Donc, disons comme ça. Mon génome, il est 50% identique au génome de ma mère. Et 50% identique au génome de mon père. Donc, si je code toutes les 3 billions de lettres de mon génome, et que je vois où exactement dans mon génome j'ai la même lettre que ma mère, elle a, dans la position des SNP, 50% ça va être les mêmes lettres que ma mère. Et 50% ça va être la même lettre que mon père. Je vois. Est-ce que c'est compliqué ou tu comprends ce que je veux dire? Ben, je pense que la meilleure façon d'exprimer ça, peut-être, c'est nos parents nous passent leur ADN en bloc. Oui. Et en nous passant l'ADN en bloc, ils nous passent tous leurs SNP. Oui. Alors, on a soit tous les blocs de leurs SNP, ben, on a la moitié de tous les blocs de leurs SNP. Voilà. Ouais. Donc, puis on les a tous. Tu sais, mettons, on te dit qu'il y avait 3 millions, mais disons qu'il y a 1 million de SNP. Parce qu'il y a d'autres différences. Il y a 1 million de SNP, ben, ta mère te passe les 1 million. Au complet, c'est 500 000 SNP. La moitié de ces SNP, elle te les passe en un bloc. Et tu as exactement toutes les mêmes SNP que ta mère. Exactement. Et donc, c'est bon que tu mentionnes que ça se passe en bloc, parce que ça c'est exactement comment on peut voir si mon génome, il se ressemble au génome de ma mère, sans devoir nécessairement coder tous les génomes. Parce que je sais que, disons, il y a un SNP sur la position, disons que l'ADN, il est fait de 100 lettres seulement. Et je sais qu'il va y avoir un SNP à la position 10, à la position 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à 100, disons. J'ai pu juste coder la région proche de 10, voir c'est quoi le SNP. C'est-tu le même que celui de ma mère ou non? Oui. OK, donc cette région, tout ce qu'il y a entre 10, ça vient de ma mère, sûrement. C'est un peu d'information. C'est un petit peu d'information. Ça te dit, sûrement que c'est ta mère. Mais pour l'instant, Mais disons que 10 et 20 sont le même que pour ma mère. Là, je suis 100% sûr qu'entre 10 et 20, toutes les bases entre 10 et 20, ça vient de ma mère. Et je peux aller voir la position 30. Ça vient de ma mère aussi. C'est le même que ma mère. Mais si je vois la position 40, puis c'est différent, là, je sais que cette partie de mon ADN, ça vient pas de ma mère. Et je peux comparer avec mon père, sûrement, ça va être la même chose que mon père. Et je sais qu'il y a une portion de mon ADN qui va être la même chose que mon père. Et c'est comme ça qu'on peut voir combien de mon ADN est à mon père, combien vient de ma mère. Tu comprends? Et en faisant des analyses comme ça, on peut voir quel pourcentage de mon génome se ressemble à quelqu'un d'autre. Si je compare avec ma mère ou mon père, 50%. Si je compare avec ma grand-mère ou mon grand-père, ça va être autour de 25%. Si je compare avec mon cousin, ça va être encore plus bas. Parce que lui, ben, il a le même grand-père, grand-mère que moi, hein, mais il n'a pas la même mère que moi, hein, et son père est complètement différent de mon père. Ouais.
Mais donc, ça va être comme 12% ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ça va être un pourcentage spécifique. OK. Et donc, comme ça, on peut comparer quel pourcentage de son génome se ressemble à quelqu'un d'autre. OK. Considérant qu'on a le génome de quelqu'un d'autre qui n'est pas les criminels, disons son cousin, j'ai pu comparer le génome que je trouvais à la scène des crimes avec le génome de quelqu'un d'autre et voir 12% environ de, disons, je sais pas, j'ai dit en chiffre quelconque, là, 12% environ de compatibilité. Donc, je sais que cette personne est sûrement un cousin de mon criminel. Ah. Et à partir de là, tu peux juste reconstruire l'arbre généalogique et avoir une liste de personnes qui vont être les criminels, qui peuvent être les criminels. Ça part encore de l'idée qu'il faut avoir quelque chose pour comparer. Mm-hmm. C'est juste que dans ce cas-là, puisque la famille se passe les SNP, Mm-hmm. on peut comparer avec d'autres personnes. Mm-hmm. Et donc, si on a, par exemple, une population présentement dans laquelle peut-être 5% des gens sont allés faire séquencer leur SNP, Oui. ben, plus personne n'est à l'abri. Parce que tout le monde a un cousin, un deuxième cousin, une grand-mère qui s'est fait séquencer son génome. Mm-hmm. Et même si la ressemblance de l'ADN de ton deuxième ou troisième cousin est de 0,001%, c'est quand même plus qu'avec Joe dans la rue. C'est ça. C'est ça. Donc, dans le fond, ça vient au sujet qui va nous amener à des conversations plus philosophiques à la fin. C'est qu'aujourd'hui, on a des compagnies privées qui offrent le service de coder ton génome pour te dire, tu as tes descendances européennes, des descendances asiatiques, ou ils peuvent dire, tu te ressembles à ton père, c'est ça, ou tu as sûrement genre une relation avec cette personne. Comme par exemple 23andMe, c'est une des compagnies. Ancestry DNA, c'est une autre Circle compagnie. DNA. Circle DNA. Ouais. Il y a plusieurs compagnies qui font ça. Et si tu donnes ton ADN à ces personnes, à ces compagnies, elles vont avoir l'information de ton ADN dans leur database. Yeah. Et de la manière que ces compagnies-là fonctionnent présentement, c'est qu'elles ont des petites puces sur lesquelles elles mettent ton ADN, et ces puces-là changent de couleur en fonction de ton SNP. Mm-hmm. Alors, ils vont aller séquencer, je pense que c'est des centaines ou peut-être des milliers de SNP, et c'est comme ça qu'ils trouvent où est ton ancêtre. Mm-hmm. Ceci étant dit, ces SNP-là peuvent être utilisés à d'autres effets, peut-être. Oui. Dans le fond, l'autre effet, c'est vraiment à comparer ton génome avec quelqu'un d'autre. Voir, tu as 30% de ressemblance en génome avec cette personne. Donc, en sachant qu'il y a cette base de données que les compagnies privées, elles ont déjà, c'est en ligne. Si tu as fait, si tu as fait un test avec Ancestry DNA, ton ADN va être dans leur database. Tu peux aller voir et downloader tes informations. Et il y a même des sites indépendants qui te permettent d'uploader l'information que tu reçois de ces compagnies dans les sites web. Et comme ça, on grandit plus et plus la base de données des gens qui ont mis leur SNP sur Internet. Tu comprends? Et donc, il y a beaucoup d'informations de beaucoup de gens sur quels sont les SNP qu'ils ont. Et si la police vient, trouve un ADN dans la scène de crime, et il compare avec tous les génomes de toutes les databases, ils peuvent voir, OK, le génome de ma scène de crime a 12% de ressemblance avec cette personne random qui a mis leur ADN ou qui a fait un test avec cette compagnie. Et je sais que cette personne-là, ses parents sont tels, ses grands-parents sont tels, et les cousins de tous ces gens-là sont maintenant des suspects. Qui sont maintenant des suspects. Et pas juste ça, disons que les suspects, on sait des choses sur les suspects. On sait que c'était, disons, un mâle d'environ tel âge, qui était à telle place en telle date. La police peut trouver ces informations, et donc même s'ils ont, disons, s'ils avaient un deuxième cousin, et qu'ils ont 1000 suspects, une liste de 1000 suspects, ils peuvent raccourcir cette liste en une très courte liste juste en se basant sur l'âge de la personne, le genre de la personne, où la personne était, et comme ça, ils peuvent trouver les suspects assez rapidement. Après ça, ils font juste l'investigation sur les personnes spécifiques, et ils trouvent les suspects très rapidement. Wow. Ouais. Alors, lorsqu'on commande le kit de 23andMe, de Circle DNA, d'Ancestry DNA, et qu'on crache dans le petit tube, ou qu'on utilise un écouvillon pour aller chercher des cellules dans notre bouche, on fait une action qui est plus lourde qu'on le pense. Hein? Exactement.
on rend accessible l'information génétique non seulement de nous-mêmes, mais des gens de notre famille, même étendus, je te dirais. Oui. Donc, disons, vu que tu partages 50% de ton ADN avec ta mère ou ton père, les moments où tu mets ton ADN sur Ancestry DNA, leur ADN est là. C'est la même affaire quasiment. Là. Et pour vous donner une idée, les gens à la maison, j'avais lu, écoute, j'ai pas la source, je suis vraiment désolé, mais il avait fait des analyses statistiques en regardant les SNP, et tout le monde sur la Terre, présentement, est moins que 50e cousin. Je pense que l'estimation était à 35. Ce qui veut dire que si t'as seulement quelques personnes dans différents pays qui ont fait un test d'ADN, tu peux facilement retrouver leur 3e cousin et tu finis par retrouver tout le monde. Plus rapidement qu'on pourrait le penser. Donc, même si tu n'as pas mis ton ADN sur Internet ou si tu n'as pas fait un test avec ces compagnies, je m'excuse, ton ADN est déjà là. Ton ADN est déjà là. Est déjà là. Ils peuvent te trouver. Bon, c'est pas un problème si tu n'as pas fait des crimes. Si tu as fait des crimes, prépare-toi, là. Mais c'est pas le cas pour la majorité des personnes. Donc, c'est pas un grand problème. Et là, on peut entrer, en fait, dans le sujet. Peut-être pour le prochain épisode. On est à combien de minutes? On est à 16 minutes. Je pense qu'on devrait en faire un petit dernier pour la route. Ouais, OK. Résumons de quoi on a parlé aujourd'hui. OK. Donc là, on a parlé de SNPs. C'est des... Comment on appelle ça? Polymorphisme de nucléotides simples. Des nucléotides simples, c'est ça. Donc, c'est des changements d'une lettre seulement dans l'ADN des gens. Et donc, ces différences d'une lettre qui sont éparpillées dans l'ADN nous aident à identifier qui est proche de qui et de comparer à quel pourcentage mon ADN se ressemble au tien ou à quelqu'un d'autre. Et on a aussi parlé de comment cette information peut aider la police à trouver des criminels, même s'ils n'ont pas de suspects encore. Incroyable. Non? C'est bon? Oui, c'est parfait. Alors, merci d'avoir écouté À toute échelle. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.